Deuxième sujet des Décodeurs Atlantiques ce matin, toujours avec Abdellah Tourabi, journaliste politique, et Saladin Nabira, enseignant-chercheur, fondateur du cabinet de formation PM Conseil. Pas de surprise, messieurs, hier, le Conseil de sécurité de l'ONU a donc décidé de maintenir le mandat de la MINURSO à 6 mois et non pas 1 an. C'était la volonté de Washington, veut exaucer, même si la France a tenté de batailler pour un mandat de 1 an. On peut se poser la question légitimement, d'abord, pourquoi ce vote? Pourquoi ces 6 mois? Et qu'est-ce que ça va vraiment changer? Abdellah Tourabi. La décision n'a pas été surprenante. Enfin, pourquoi? Parce que ça correspond toujours à cette volonté américaine de faire secouer, de faire accélérer le dossier. C'est-à-dire qu'on l'a vu. Enfin, les États-Unis, depuis Trump, ce qu'il avait promis, parmi les choses qu'il avait promis pendant sa campagne électorale, c'est de réduire les dépenses de l'État américain quand il s'agit des opérations de sauvegarde, de l'ONU à l'étranger. Il dit que les Américains mettent trop d'argent dans ces opérations et ces opérations parfois sont inefficaces et qu'elles s'éternisent. Et parmi les exemples qui sont cités, c'est l'exemple de la MINURSO. Enfin, expliquer un tout petit peu parce que parfois on a tendance à utiliser des abréviations sans expliquer aux gens de quoi il s'agit. Alors, les MINURSO, c'est la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Ça, c'est le nom officiel, d'où l'abréviation des MINURSO, et ça a été créé en 1991 pour organiser le référendum. Sauf que maintenant, le référendum n'est plus posé comme option. Donc maintenant, la question qui est posée, qui est sur le rôle de la MINURSO. Donc les États-Unis, ils estiment qu'il y a tellement d'argent qui est dépensé dans ce genre d'opération, y compris la MINURSO, c'est 57 millions de dollars de budget par an. Donc il faut accélérer les choses. D'où la réduction, parce que avant la mission de la MINURSO était d'1 an. Maintenant, elle est de 6 mois et il faut toujours un rapport. C'est-à-dire que avant on était une seule session, c'était en avril, on présentait un rapport en avril. Maintenant, c'est en octobre. Et donc maintenant, c'est une opération de 6 mois. Alors ça correspond à la volonté des États-Unis pour faire accélérer les choses et aussi à cette volonté de pouvoir pousser les parties prenantes dans ce conflit. Ce qui a plutôt marché, finalement. En tout cas, on a une promesse de réunion le 5 et 6 décembre prochain à Genève, avec quand même pour la première fois l'Algérie qui va y participer. Maroc, Algérie, Polisario et Mauritanie. Et c'est le Maroc qui a pris les devants, qui a répondu en premier. Oui, je serai à la table des négociations. Il a répondu d'une manière favorable. Oui. Ce qui est intéressant, parce que ça a poussé l'Algérie à finalement s'exprimer clairement sur ce dossier. On peut se poser la question aussi, si cette MINURSO disparaît, Saladin Nabira, ça serait compliqué tout de même à entretenir la paix peut-être au niveau des frontières aujourd'hui. Il y a des incursions qui se sont répétées depuis maintenant 2 ans. Il y a eu des problèmes assez importants, notamment du côté de Galzim. Oui, partout où il y a un conflit, contestation territoriale, il y a toujours des missions qui dépendent des Nations Unies pour pouvoir justement préserver la paix et garder chaque partie de son côté. Mais ce qui est bien, c'est vrai que maintenant aujourd'hui, l'Algérie est citée de manière claire comme partie au conflit, donc est invitée à s'exprimer avec la bonne volonté et la bonne foi nécessaire. Mais moi, j'ai envie de poser une question. C'est vrai qu'il faut bien avancer sur le plan diplomatique, mais si on veut vraiment régler le problème du Sahara, il s'agit aussi de questions de développement local. Et je me rappelle aujourd'hui le fameux plan des 70 milliards, le port de Dakhla, la route voie express qui va aller jusqu'à Dakhla, etc. Les différents investissements, on en est où? Parce que c'est vrai qu'il faut batailler sur le plan international, mais il faut pas oublier qu'on a aussi des séparatistes de l'intérieur et des gens qui sont nés après justement la marche verte et qui voient aujourd'hui l'oligarchie locale et qui voient justement la rente organisée, etc. Donc j'ai découvert que par hasard sur certaines entreprises en les accompagnant qu'ils payent des rentes suffisantes à certaines familles pour l'exploitation de permis de pêche hauturière. Et ces jeunes voient cela. Et donc il faut pas occulter, rester trop concentré sur la scène internationale, mais la base du conflit d'attention, ils sont aussi locales. Il faut aussi les endiguer pour pouvoir justement avancer plus vite. Davantage de transparence, de démocratie. Et surtout, ça fait l'objet de discours royal, je me rappelle bien, le système de rente qui citait bien les familles. Et c'était un plan très ambitieux, très intéressant, mais il faudrait peut-être le concrétiser. Abdellah Tourabi. Non, mais c'était ce que dit Saladin est vrai et juste, d'autant plus qu'il y a un rapport qui est sorti, maintenant il y a 5 ans, c'est en 2013, le rapport du Conseil économique et social et environnemental sur le développement de la région Sahara. Et
Et voilà, enfin, c'était une reconnaissance. Enfin, on disait qu'il y avait, enfin, une situation de rente, qu'il y avait des problèmes, qu'il dysfonctionnement, etc. Il va proposer plusieurs mesures pour pouvoir accompagner les choses, parce que, voilà, effectivement, il y a un dysfonctionnement à ce niveau-là. Je pense que, voilà, en tout cas, faut pas oublier qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, enfin, dans cette région du Maroc, mais en même temps, voilà, enfin, il y a beaucoup de choses aussi. Parfois, on le voit dans certaines manifestations, dans certaines expressions de colère, qu'il y a une jeunesse aussi qui a besoin d'être prise en compte, en considération dans cette région. Bon, en tout cas, ce coup de force, entre guillemets, en tout cas ce coup de génie, on pourrait dire, sinon aussi de Horst-Köhler, de réunir les 4 parties prenantes, c'est quand même assez intéressant. On parle de table ronde pour éviter de dire négociation directe. Il y avait la presse arabophone, une partie de la presse arabophone qui disait que Nasser Bourguiba allait arriver à la table en disant « Nous, n'est pas question de bouger d'une ligne sur eh bien la proposition, le plan d'autonomie marocain ». Il y a eu un démenti du ministère des Affaires étrangères. On peut imaginer des discussions qui vont franchement aboutir à quelque chose, ou est-ce que au contraire ça va être le serpent qui se mord la queue pendant 2 ans, 3 ans avec des tables rondes qui vont se réunir peut-être tous les 6 mois, toutes les années? C'est des tables rondes préliminaires, c'est des tables rondes pour préparer une négociation formelle, des négociations, etc. Bien sûr, enfin ça dépend des termes qui seront proposés, parce que voilà, il y a une proposition marocaine qui est là depuis des années, c'est celle d'autonomie. Donc il y a une proposition qui est là, qui sert de base pour la discussion. Maintenant, enfin il faut voir maintenant ce que sera proposé, parce que vous savez, de négociation, c'est pas seulement une position d'une seule partie, mais aussi des autres parties. Maintenant, mais en tout cas, voilà, Horst-Köhler, il est en train de faire bouger Horst-Köhler, il faut rappeler aussi, c'est l'émissaire onusien pour la question du Sahara, c'est l'ancien président allemand, donc il est là pour faire avancer les choses. Et donc voilà, la conférence de Genève sera intéressant, il serait intéressant de suivre pour voir à quoi elle pourrait aboutir. Mais maintenant, ce qui est aussi intéressant de voir, quelles seront les propositions des autres partis. Ça serait intéressant aussi à voir. Oui, justement, parce que actuellement il y a une bataille, on le sait, au sein de l'Union africaine. Le Maroc veut absolument faire partir le Front Polisario, en tout cas l'autoproclamé race de l'Union africaine. On approche des 2 ans là du siège du retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il faut obtenir les 2/3 des voix de l'ensemble des pays africains pour pouvoir faire partir le Polisario. Mais si ça arrive, ça peut être un coup fatal pour le Front Polisario, justement, et ça peut peut-être le ramener à une sorte de raison et à baisser ses revendications, parce que là actuellement on voit le plan d'autonomie marocain qui enchaîne tout de même un grand nombre de soutiens d'États qui le soutiennent. Exactement, parce que chaque percée marocaine, c'est quelque part des soutiens que perd le Polisario. Mais encore une fois, moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que je me rappelle du moment où il y avait la crise avec la Suède et tout ça, donc on a affiché une bonne volonté de conquérir certains territoires sur le plan diplomatique, notamment l'Europe du Nord, notamment l'Afrique de l'Ouest, etc. Mais on s'arrête à ce niveau de la déclaration, parce que depuis, il n'y a rien qui s'est fait. Donc, et c'est ça ce qui... J'ai l'impression qu'on sait comment. Ça veut dire qu'on connaît aujourd'hui qu'il faut... Le plan est sorti des 70 milliards. Il y a eu le rapport du Conseil économique social et on sait qu'il faut avancer sur ce plan-là. En même temps, sur le plan diplomatique, il y a eu la décision, bien sûr, positive de réintégrer donc l'Union africaine. Après, il faudrait percer. On a vu sur certaines démarches qui se sont faites, déclarations d'investissement énormes, etc., que ce soit au Nigeria, que ce soit le fameux oléoduc, c'est ça, donc gazoduc, etc. Donc, mais on reste à l'annonce. Et moi, je pense, et d'ailleurs, je ne sais plus qui a écrit ça, il faut éviter de faire cette stratégie d'annonce parce qu'après, qui a été malheureusement souvent faite sur le plan interne, d'annoncer de grands projets, d'annoncer de grands événements. Et après, il n'y a rien, de gros chiffres aussi sur l'emploi, sur pas mal de choses, mais l'histoire vous suit et le numérique vous suit. Aujourd'hui, il y a YouTube, on peut facilement sortir des déclarations. Et il faut éviter de faire cette même stratégie sur le plan africain. Parce qu'on a fait énormément d'annonces de gros milliards. Au moment où on s'est dit, on va ramener les sous d'où? Et aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait concrétiser ce qui permettrait au Maroc de confirmer sur le plan africain, c'est que l'annonce soit suivie de faits, soit suivie d'actions et d'investissements, que ce soit surtout en Europe orientale, en Afrique de l'Est, que ce soit au Kenya, que ce soit au Rwanda, que ce soit surtout que ça avance de l'autre côté. Il ne faut pas oublier que ça avance aussi de l'autre côté. Il faut aller avec un peu d'humilité, un peu de modestie des fois et moins d'arrogance et concrétiser les annonces parce que les gens vous attendent au tournant. Alors, le chef du Polisario est malade. Il a été hospitalisé une 2e fois très récemment. Concrètement, pour le Polisario, aujourd'hui, on en est où? Quelles sont les dernières cartes? On a l'impression qu'ils sont partis sur le volet judiciaire, notamment dans la bataille sur l'accord agricole et l'accord de pêche. Il y a eu un soutien massif de l'Union européenne finalement au bout d'un moment. Aujourd'hui, des batailles judiciaires envers des entreprises françaises, britanniques qui sont implantées au Sahara, portées devant des juridictions françaises ou britanniques. C'est leur dernière cartouche?
Oui, de toute façon, le conflit armé, il n'y a plus de balles qui ont été tirées, plus de balles tirées dans cette région depuis 91, c'est-à-dire depuis le cessez-le-feu entre les belligérants. Donc voilà, l'option militaire n'est plus posée pour le Polisario. Enfin, il y a toujours, à chaque fois, on entend tambour de guerre, on dit que voilà, que les opérations militaires sont préparées, mais les opérations militaires sont plus possibles. Et d'ailleurs, dans la dernière résolution, c'est-à-dire la résolution qui est sortie hier, 2440, il y a aussi l'interdiction, on interdit formellement au Polisario d'agir sur le terrain. C'est-à-dire que même pour des régions, la région Berlo, Tifariti, qui sont des régions marocaines, et que les Polisario considèrent comme des territoires qui sont libérés, on interdit au Polisario d'agir, même de manière administrative, sur ces territoires. Donc la dernière cartouche qui a été trouvée, c'est le caractère judiciaire des opérations. C'est-à-dire qu'on va aller dans les tribunaux pour dire que voilà une exploitation de la part de l'État marocain, des ressources naturelles, etc. C'est la dernière cartouche. Maintenant, tout dépend actuellement des États-Unis. Tout dépend de la volonté des États-Unis, comment ils veulent régler le problème, comment ils veulent faire, etc. Donc, il y a un lobbying qui a été fait de la part du Maroc vers l'Afrique, vers les pays africains et vers d'autres pays. Il ne faut pas oublier aussi les visites qui ont été faites par Nasser Bourreta aux États-Unis pour pouvoir qu'il y ait une nouvelle administration. Avec la photo, avec Donald Trump. Oui. Oui. Aussi, avec Pompeo, le secrétaire d'État, oui. Et avec Bolton, le fameux Bolton, et d'autres sénateurs américains. Donc, il y a une opération aussi qui a été faite de séduction et pour persuader les États-Unis que ce qui proposait le Maroc est la meilleure option pour une région qui est menacée aussi, il ne faut pas oublier, qui est menacée par des risques de terrorisme, de contrebande. Donc vous pensez qu'il pourrait peut-être y avoir un deal avec les Américains un jour, sous l'administration Trump, si Trump est réélu en 2020, on fait beaucoup de suppositions, on peut faire un monde avec des si, mais cette alliance républicaine a toujours bénéficié au Maroc. Est-ce qu'on peut imaginer, avec cette volonté des États-Unis de supprimer des missions, une efficacité de la diplomatie du lobbying marocain aux États-Unis, ça pourrait peut-être porter et payer ses fruits? Mais c'est une administration qui, in fine, une administration qui doit être rationnelle. C'est-à-dire que ce qui importe aux États-Unis actuellement, c'est la lutte contre le terrorisme. Ça, c'est la question numéro 1 pour les États-Unis, et aussi la question, contre les réseaux mafieux, qui sévissent actuellement dans le Sahel, etc. Donc voilà, c'est pas pour les États-Unis. Je pense pas que les États-Unis seront contents de voir un espace aussi vice, des organisations terroristes, des réseaux de contrebande et des réseaux d'action illicites. Saladin Nabira, pour conclure. Non, moi j'avais juste envie de rajouter qu'il faut pas oublier aussi que ce conflit, ça constitue aussi une carte de pression et de tension, que ce soit auprès des Américains, auprès de certaines puissances aussi, par rapport au Maroc, pour pouvoir obtenir certains avantages. Par rapport à cette bataille juridique, je pense que ça a été même annoncé à un certain moment quand il y a le conflit avec le fameux cargaison de l'OCP. Il faut pas oublier aussi qu'on pourrait aussi utiliser la même carte vis-à-vis de pas mal de dirigeants sud-africains qui sont impliqués dans des crimes de guerre, dans des génocides, dans pas mal de choses aussi. Donc pourquoi ne pas mettre la pression aussi sur l'Afrique du Sud à travers des associations qui vont attaquer en justice certains responsables sud-africains impliqués dans l'apartheid et tout ça. Et ça permettrait aussi de faire une pression équivalente sur le principal soutien du Polisario, que ce soit l'Afrique du Sud ou certains pays. Donc voilà. Merci beaucoup, messieurs. Saladin Nabira, enseignant-chercheur et fondateur du cabinet de formation PM Conseil. Abdella Tourabi, journaliste politique. À très bientôt. Merci à vous. Vous restez avec nous dans quelques instants. Les Experts Atlantiques, votre émission citoyenne avec Fessat Adlaoui, c'est à 10h10. 10h, le point info en langue arabe avec Morad.